Ok, donc je suis partie pour le premier épisode de l'aventure de mon personnage sur le jeu Le Temple des Vents de Sandrone, qui est un jeu solo très intéressant. Précision déjà pour moi-même avant de commencer. C'est pas certain que je suive totalement les règles. Euh, je les trouve assez claires, hein, c'est pas le souci. C'est juste qu'en JDR solo, j'ai beaucoup l'habitude de partir en live et de souvent laisser place à des choix des choix de décision, bien sûr, des choix de narration qui sont vraiment faits au fil de l'imagination. Donc c'est-à-dire que j'essaye de moi-même pouvoir dire si oui ou non une action va réussir avant même de lancer les dés, quoi. Donc peut-être qu'effectivement des fois il y aura quelques petits moments où je ne lancerai pas les dés alors que je devrais. Pareillement, je connais pas trop le jeu, dans le sens où j'ai pas non plus tout l'univers en tête, vu qu'il est quand même décrit assez bien dans le livre. Ce qui veut dire que souvent, en fait, il y aura des blancs, euh, parce que je vais devoir lire un petit peu le livret. À la limite, je ferai la lecture à voix haute. Je prendrai aussi mon temps de décider certaines choses, donc il se peut qu'il y ait des moments un petit peu plus calmes. J'écris aussi en même temps, ce qui veut dire que je vais de temps en temps poser ce que je suis en train de raconter pour pouvoir prendre le temps d'écrire sur mon carnet, voire même de gribouiller des choses. Ne vous inquiétez pas parce que concrètement je ferai ça pendant une pause, quoi. Je vais pas vous allez pas écouter pendant 5 minutes du vide, ou en tout cas le stylo sur le papier. Par contre c'est possible que je partage un petit peu ce que j'écris et, et aussi ce que je gribouille. Concrètement, sur le carnet, ce sera un journal vraiment du personnage. C'est-à-dire que concrètement, ce sera mon personnage qui s'appelle Annemi, qui fait elle-même son journal et qui écrit chaque jour un petit peu ses aventures. Par contre, pour ce qui est de l'audio, je serai peut-être un peu plus narrateur, narratrice, ça se dit narratrice. En tout cas, qui gère un petit peu plus de choses à l'oral. Pour commencer, du coup, oui, j'y travaille, je vous assure. Mais j'ai encore actuellement un tic nerveux pas nerveux, mais un tic de langage, de souvent faire. Voilà, je vous assure que je fais tout mon possible pour l'éviter. Je sais que c'est très désagréable à entendre. Donc mon personnage. Mon personnage est une sordite elfe qui s'appelle Anami. C'est une lancière des flammes qui est une classe un petit peu particulière qui est liée à un ordre qui est les gardiens des braises. Elle vient d'Ophrast qui est aussi appelée les landes scintillantes. Alors pourquoi les landes scintillantes? Parce qu'en fait, cette lande, ces landes d'ailleurs, sont de vastes plaines mordorées qui ont assez régulièrement des cristaux élémentaires qui sortent du sol. Parfois assez petits, de la taille de quelques cailloux, parfois assez grands, voire même certains sont immenses et flottent au-dessus du sol. Et c'est pour ça qu'on appelle les landes scintillantes, parce que lorsque le soleil tape sur cette plaine aux herbes mordorées, avec les cristaux, ça scintille. J'ai défini, alors, dans le livret, Ophrast, tout ce qu'on sait à peu près, c'est justement ça. Ophrast, c'est les landes scintillantes, et ce sont des cités-états. Donc j'ai été un petit peu plus loin. Mon Ophrast à moi, c'est donc plusieurs cités-états qui sont construites sous l'égide des cristaux élémentaires. Donc sous les cristaux très grands et qui volent dans le ciel, il y a des cités-états qui ont le nom de leur élément. Ça peut être la cité-état du torrent, par exemple, si elle est sous un cristal d'eau. Et mon personnage, lui, vient de la cité des braises, du cristal des braises, et donc a été engagé dans l'ordre des braises, ou plutôt l'ordre des gardiens des braises. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est une sorte de culte, mais en même temps plutôt un art martial. Vous voyez un petit peu comme ces moines Shaolin, qui essayent de chercher le véritable sens du feu, le feu philosophique.
Donc c'est un personnage qui est assez calme, pour, pourtant qui manipule les flammes, hein, mais qui est assez calme, qui manipule le chaos primordial, le feu notamment, ainsi que les légendes, qui sont deux sources de pouvoir magique en fait, qui sont proposées par le jeu. En tant que tel, c'est un personnage qui a vécu une adolescence assez dure, parce que l'ordre des Braises cherche assez tôt des recrues prometteuses, et ensuite c'est un entraînement très difficile, aussi bien de l'esprit que du corps. Et donc mon personnage est sorti initié de cet ordre avec une grande fierté, parce que l'ordre des Braises et la cité des Braises est très fière de cette espèce de monastère. Il y a moult temps avant que les cités-états ne soient construites sur les terres d'Ophrastre, c'était des tribus nomades qui se faisaient un petit peu la guéguerre entre elles. La cité, les cités ont été faites au fur et à mesure du temps, notamment après que certains aient conclu que les cristaux élémentaires pouvaient protéger les cités, ce qui du coup servait bien lorsque il y avait beaucoup de guerres, donc avoir des cités protégées c'était pas mal. Que dire de plus sur les lanciers des flammes? Je vais lire ce que j'ai écrit dans mes notes. C'est un ordre guerrier d'élite du cristal de braise qui s'entraîne aussi bien le corps que l'esprit, afin d'approcher la philosophie du feu qui est « protège ta famille et repousse tes ennemis ». Voilà, donc on est sur un personnage qui est assez martial en fait, mais pas agressif pour autant. On est plus sur quelque chose d'assez doux en fait, d'assez réfléchi, qui va essayer de philosopher un petit peu la vie avant de partir maraver tout le monde. C'est donc un personnage, j'ai choisi ses approches, ou plutôt caractéristiques si vous voulez, vous dites comme vous voulez. Ce sera un personnage qui sera très axé sur la ruse et la stratégie, et aussi sur l'érudition, parce que c'est un personnage qui aime bien effectivement lire et réfléchir, et surtout en tant que gardien des braises, c'est toujours intéressant de réfléchir un petit peu sur le monde, ce qu'il en est. Ce personnage a 3 objectifs précis. Un objectif tiré de sa source de pouvoir primordial, un objectif tiré de son érudition, et un objectif tiré de sa ruse. Ces objectifs, je les ai tirés dans le tableau proposé dans le bouquin, mais je les ai un petit peu... j'allais dire perfectionnés, mais c'est pas du tout ce que je veux... c'est pas du tout ce que je veux dire. Je les ai modifiés, en fait, pour qu'ils collent un peu plus à l'univers que moi j'ai créé par-dessus l'univers créé en fait. Son premier objectif, qui est lié au chaos primordial, alors le chaos primordial c'est la force des éléments. Ce sera communier avec la nature, et plus précisément communier avec les élémentaires et la nature afin de se perfectionner. Dans l'ordre des braises, il y a les initiés, et il y a ceux qui peuvent ensuite s'élever au-dessus de ce rang-là pour devenir soi-même professeur, ou pour être une des légendes de l'ordre. Pour ça, en fait, il faut trouver un élémentaire, pas forcément un élémentaire de feu, mais un élémentaire, et communier avec lui, apprendre quelque chose de lui, et de façon si profonde que ça peut changer l'individu. Et lorsque un individu qui a été changé par cette communion revient dans le monastère des gardiens de braise, ça se voit. C'est quelque chose que les anciens sentent, et du coup on n'est plus seulement un simple initié, on est un petit peu, pas forcément un maître, mais en tout cas on a gagné du galon, en tout cas dans l'esprit des gens. Son objectif d'érudition, ce sera faire traduire un texte antique. Alors, j'ai développé le fait que il y a beaucoup de légendes qui tournent autour des anciennes tribus nomades qui sont devenues les cités-états, dont une qui est assez récurrente, notamment chez les autres tribus, qui dit que la tribu du cristal de braise serait une tribu qui viendrait d'un très lointain pays, qui viendrait d'ailleurs en fait, et que c'est pour ça qu'au début, lorsqu'elle est arrivée sur les terres d'Ophrastre, ça a été assez mal vécu par les autres tribus. Il n'y a jamais vraiment eu
autre chose que des rumeurs à ce sujet. Il n'y a jamais aucune preuve qui n'a été retrouvée dans aucun temple, dans aucun donjon, dans rien, à dire vrai. Et assez récemment, un élémentaire de feu, un élémentaire d'eau, pardon, est devenu fou. Ça peut arriver que les élémentaires des fois soient corrompus ou deviennent si vieux qu'ils en deviennent très instables. Et lorsqu'un élémentaire peut devenir violent et dangereux pour la région, les clans des éléments décident d'aller, hélas, le supprimer pour qu'il puisse repartir dans le cycle élémentaire et revenir lorsqu'il sera prêt en étant un petit élémento tout mignon jusqu'à temps qu'il redevienne vieux. La tradition veut qu'un clan sous la protection d'un élément ne peut pas tuer un élémentaire de son élément. Par exemple, si ça avait été un élémentaire de feu, comme j'ai fait l'erreur tout à l'heure de le dire, le clan des braises n'aurait pas pu le tuer. Là, c'était un élémentaire de torrent, et donc l'ordre des gardiens de braise a été lui accorder une mort paisible. Et on a retrouvé dans son antre un coffre assez vieux, très vieux, dans lequel il y avait 3 parchemins. 3 parchemins qui, hélas, étaient écrits en aéronien. Et ça peut être intéressant, parce que l'ancien aéronien, personne ne le parle, en tout cas pas au Frast, mais des textes aussi vieux qui se trouvent pourtant dans les terres d'Ofrast, ça pourrait, selon en tout cas les gardiens de braise, peut-être donner des indices sur est-ce que oui ou non leur tribu venait d'ailleurs, et pourquoi pas du coup d'Aéronia. Ils n'ont toujours pas la réponse, et au fond, la réponse ne changera la vie de personne, pas plus pour l'ordre de Braise que pour la cité-état des Braises, ou pour les autres cités-états des Landes Scintillantes. Mais il faut admettre que l'ordre des Braises aime bien conserver un petit peu l'historique, les archives historiques de leur pays, ne serait-ce que par curiosité. Donc du coup, étant donné que Anami a déclaré vouloir partir à l'aventure ailleurs, cachant un petit peu sa vraie raison, dont j'y reviendrai plus tard, son ordre lui a dit, ben tiens, prends ces parchemins, ils sont écrits en aéronien ancien, on ne le comprend pas. Par contre, vu que tu veux aller en aéronia pour trouver un élémentaire afin de communier avec lui, peut-être pourras-tu trouver quelqu'un qui pourra nous donner la traduction. Donc c'est sa mission d'érudition. Sa mission de ruse va être un petit peu plus pragmatique et un petit peu plus... qui va nécessiter certainement un peu plus de subtilité. Son objectif, ce sera sortir Erd de prison. Alors Erd, c'est un membre des gardiens de Braise, qu'elle connaît bien, qui n'était peut-être pas de sa promotion, mais qui en tout cas était assez jovial pour connaître un petit peu tout le monde dans l'ordre. Qui lui aussi est parti en Aéronia, probablement pour communier avec un élémentaire, mais qui hélas apparemment était mis en prison. Alors mon personnage ne le sait pas encore, parce que elle n'y est pas encore arrivée. J'ai défini à l'avance qu'en fait il avait un petit peu trop bu et qu'il avait été pris dans une grosse bastonnade et qu'il avait été mis en prison parce qu'il avait un petit peu blessé des gens. Mine de rien, les gardiens des braises sont des martialistes accomplis, donc du coup ça fait pas bon ménage. Maintenant, peut-être que sur le moment j'aurai d'autres inspirations sur pourquoi Erd est en prison. Mais voilà, là je pars sur ça. On verra bien si je peux le raccorder avec des aventures aléatoires qui arrivent à Nami entre temps. Que dire d'autre? Ah bah oui, forcément, le principe de choses. Je vais décrire un petit peu ce que sont les arpenteurs. Alors, les arpenteurs, c'est une sorte d'aventurier un petit peu particulier. Dans le monde, il existe ce qu'on appelle la faim. La faim, c'est quelque chose qui dévore aussi bien le corps que l'esprit, que le territoire. Plus il y a la faim qui est présente, plus la corruption s'étend en fait. Et lorsque la faim est passée et a tout dévoré, il ne reste rien, même pas quelques grammes de poussière, juste le vide, le néant. Du coup, cette faim, elle est contenue un petit peu grâce aux donjons et à leurs artefacts qui apparemment ont la capacité de protéger de vastes territoires de la faim.
Et en contrepartie, il y a quelques monstres qui parfois surgissent. Les arpenteurs sont des aventuriers qui ont touché un de ces artefacts. Et en tant que... Alors je sais, oui, spoiler. Je sais qu'il y a des gens qui disent artefact. Je n'aime pas ça, je dis artefact. Je suis désolé pour les gens à qui ça écorche les oreilles. Donc voilà, donc du coup, les arpenteurs sont des gens qui ont touché ces artefacts et qui ont réveillé en eux la faim sous la forme d'un monstre qui les dévore de l'intérieur, qui petit à petit prend possession de leur esprit et de leur corps jusqu'au jour fatidique où, où le monstre va sortir définitivement, où il ne restera plus rien de l'arpenteur, il n'y aura plus que le monstre. Le livret propose, je crois, 5 ou 6 monstres. 5 monstres plus un 6ème à faire soi-même. Personnellement, je suis parti sur un monstre que j'aime bien, d'une série de jeux que j'aime bien. Je suis parti sur un Odogaron, qui est un monstre de Monster Hunter World, que j'aime beaucoup, qui est une sorte de grand chien panthère reptilien aux muscles saillants qui sont visibles, qui est armé de crocs et de griffes surdimensionnées, qui est extrêmement rapide et extrêmement vorace. Même si c'est un charognard, il est extrêmement territorial. Je suis parti sur ce monstre parce que je l'aime bien. Franchement, il y a zéro autre raison que ça. Vous pouvez... je vais regarder un petit peu dans le livret, mais il me semble que le livret propose des trucs assez classiques, mais en même temps c'est fun. Genre une goule sinistre qui rêve de sucer la moelle de ses ennemis, un ogre sanguinaire qui rêve de violence gratuite, ou encore une harpie révoltante qui rêve de déverser sa haine. Voilà, donc l'Odogaron dans mon personnage, lui, ce qu'il veut, c'est se faire son territoire et se le faire dans le sang, si possible, et la peur. Autrement dit, plus mon personnage, plus la fin va gagner mon personnage, plus l'Odogaron va prendre le pas sur le personnage. Mais aussi, plus le personnage va dans un royaume où la fin est stabilisée, et plus en fait, le royaume commence à se corrompre par sa propre présence. Le but, du coup, de mon personnage, en dehors de ses objectifs liés à sa magie et à ses approches, donc sa stylistique, ce sera d'aller dans le temple des vents, trouver l'artefact qui est dedans, et là, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, il y a deux solutions. Soit votre arpenteur reste quelques jours autour de cet artefact pour profiter de la paix intérieure que ça lui apporte, et ensuite repart à la conquête d'un autre temple où il pourra rester de nouveau quelques jours, quelques semaines en paix, avant de nouveau que le monstre en lui commence à se faire sentir. Soit votre personnage décide de prendre l'artefact pour lui, et du coup de s'immuniser un petit peu à la fin, d'avoir un artefact magique plutôt sympa. Mais du coup, ça sous-entend quelque chose de grave. Ça sous-entend que le royaume dont l'artefact est issu n'a plus de protection contre la faim, et donc, inexorablement, finira par se corrompre petit à petit jusqu'à sombrer. C'est un choix que je ne ferai pas à l'avance, je le ferai sur le moment. Je prévois pas que mon personnage meure, c'est-à-dire que je vois pas trop l'intérêt en fait sur ce genre sur du JDR solo et sur quelque chose de très narratif au final. Je vois pas trop l'intérêt d'inclure la possibilité que mon personnage meure, qu'il lui arrive du mal, oui, mais du coup voilà, donc je ne prévois pas est-ce que au bout de 4 séances, le personnage, ah bah mince, s'il est mort dans un combat, bah tant pis, voilà, on en refait un. Non, je pense aller jusqu'au bout avec ce personnage. Voilà, donc du coup je pense pouvoir commencer cette séance au bout de presque 20 minutes de blabla. Alors, la première séance se fera, en dehors de moi qui blablate, hein. La première séance, c'est l'entrée en Aeronia. Je vais vous lire le petit texte d'introduction. Après une longue route entre les royaumes, l'arpenteur arrive à Aeronia. Il vient affronter le temple des vents et découvrir la relique qui s'y cache. Les lieux sont magnifiques, préservés de l'extérieur par une géographie enclavée. La faim n'a que peu d'emprise ici, mais l'arrivée de l'arpenteur risque fort de tout changer.
Aeronia est, en effet, là je reprends, hein, c'est pas décrit dans le livre, est en effet un pays qui se situe très enclavé parmi les montagnes. Donc c'est un pays où où il y a beaucoup de vent, le temple des vents, tout ça, où il fait froid aussi. En tout cas, moi je l'imagine comme ça. Chacun après fait sa tambouille. Et donc je vais commencer ma séance justement en répondant à quelques questions que le livret pose, afin de pouvoir commencer un peu à décrire. Alors, comment Aeronia apparaît-elle devant vos yeux? Anami est quelqu'un d'assez lucide, du coup elle n'est pas forcément du genre à s'extasier sur le moindre changement de paysage. Mais là, c'est tout de même la première fois de sa vie qu'elle voit des montagnes, qu'elle voit de la neige, qu'elle a ce vent très frais qui lui cingle le visage parfois. Et du coup, elle ne peut pas s'empêcher, lorsque elle sort de la grotte qui permet d'accéder au pays d'Aeronia, de s'arrêter et de contempler un petit peu ce qu'elle a devant elle, cette espèce d'immense cuvette enclavée dans les montagnes, où l'herbe est assez rase, où il y a quelques pins, beaucoup de neige sur les hauteurs, beaucoup de brume aussi autour des hauteurs de la montagne. Et de là où elle voit qu'il y a une longue descente qui s'amorce avant de pouvoir vraiment aller dans ces landes qui sont presque, à dire vrai, à ce niveau-là de la toundra. Elle peut voir d'où elle est quelques villages qui sont sur le bord d'un fleuve, quelques villages aussi qui ne sont pas près de l'eau, mais qui sont un peu plus dans les montagnes. L'air froid crée un moment très silencieux, très paisible, presque emprisonné dans le temps. C'est aussi un pays où elle ressent quelque chose de très lié à elle. Certainement parce que c'est un pays qui utilise aussi le chaos primordial, donc la magie des éléments, qu'elle-même utilise, même si elle vient d'Ofrast. Et elle a donc ce petit moment de contemplation sur les oiseaux, ces grands rapaces des cimes qui volent parfois au-dessus d'elle, en poussant un cri aigu qui vient percer le silence. De voir un petit peu cette neige, ce froid, quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment ressenti, surtout qu'elle fait partie du peuple des Braises. Quelles sont les impressions face à ces lieux fantastiques? Eh bien, Anami a un petit pincement au cœur, tout d'abord, parce que la personne qui l'a fait devenir arpenteur était elle-même arpenteur, et elle lui a confié son artefact magique, qu'elle possède à l'heure actuelle encore, presque par dépit, en étant désolé de ce qu'il allait faire vivre à Anami, parce qu'il savait pertinemment qu'être arpenteur c'était quelque chose de très noir, que c'était insufflé d'une certaine manière tout ce qu'il y avait de lugubre en nous dans quelqu'un d'autre qui n'avait rien demandé. Mais Anami lui en a jamais voulu, parce qu'elle savait bien, elle sentait bien que si son ami avait fait ça, c'était parce que c'était aussi pour le préserver un petit peu. Elle a effectivement appris que lorsque les arpenteurs créent un initié arpenteur, initient quelqu'un d'autre à cette fin, ça la calme un petit peu leur propre fin à eux. Du coup, elle ne peut que comprendre son ami qui peut être désespéré, fatigué de devoir toujours voyager jusqu'au prochain temple qui pourra fournir un artefact pour calmer un petit peu sa faim, à par dépit contaminer son ami par cette faim qui était plutôt calme, on dirait vrai, jusqu'ici, mais là, ça lui fait un pincement au cœur parce que elle sent quelque chose en elle, quelque chose de vraiment sombre, très violent, qui s'éveille d'un sommeil qu'elle pensait éternel. Oh, bon, non, elle savait que ce ne serait pas éternel et que ce serait justement l'approche d'un artefact qui pourrait réveiller tout ça, mais elle pensait en tout cas que la bête était plus facile à contenir pour elle parce que c'est une martialiste. Mais là, ce qu'elle sent s'éveiller alors que ses yeux se posent sur Aeronia, elle sent que c'est quelque chose de terrible. Et dans sa naïveté, elle commence à comprendre que ce monstre va être un fardeau très lourd à porter, non seulement dans les prochains jours, les prochaines semaines,
qu'elle passera en Aeronia, mais aussi pour toute sa vie, en tout cas si elle survit. Elle peut voir un petit peu plus loin, sur le fleuve, des sortes de péniches qui coulent doucement, qui s'arrêtent de village en village. Ça la surprend assez parce qu'il n'y a pas vraiment de fleuve en Euphrastes. Donc du coup, avoir ces espèces d'immenses bateaux qui, qui sont dans le pays et pas près d'une mer. Euphrastes est un pays côtier. C'est très étonnant pour elle. Ça a aussi quelque chose de fascinant. Elle commence à hésiter, et si avant d'aller à la capitale d'Aeronia, elle passait dans un de ces villages portuaires. Elle peut voir très loin, par-delà les brumes, peut-être. Elle sent, plus qu'elle ne voit, que la capitale est par là et que c'est là-bas qu'elle doit aller pour avoir la suite de ses aventures et la réponse à ses questions. Où se trouve le temple des vents, par exemple? Mais peut-être qu'en chemin, elle se décidera à faire un détour vers un de ces villages côtiers. Enfin, côtiers non, qui bordent le fleuve. Ça l'intrigue en tout cas. Elle perçoit quelque chose au loin qui la marque aussi. Elle voit qu'il y a une forêt bien loin, en contrebas à l'est du point où elle se trouve. Et cette forêt, il y a l'air d'avoir des choses très étranges à l'intérieur. C'est difficile à expliquer. Elle voit des sentiments de loin, avec le soleil du matin qui frappe. Ce qu'elle ne sait pas, ça lui fait penser un petit peu à chez elle, à des cristaux qu'elle a, qui sont un petit peu partout dans les landes scintillantes. Mais là, ça n'a pas l'air d'être des cristaux. Et il y a un village proche de la forêt, et elle se demande si elle ne veut pas non plus y faire un tour, parce que cette forêt l'appelle. Elle ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, cette forêt l'appelle. Elle va continuer à regarder pendant encore quelques minutes, dans ce soleil de matin, le paysage qui s'offre à elle. Elle va repérer un oiseau, un peu plus loin, un petit oiseau avec un piaillement assez plaintif. Elle reconnaît cet oiseau, elle en avait vu dans certains parchemins qu'elle a étudiés avant d'aller à Aeronia. C'est un engoulevent des grottes, un petit oiseau au bec tordu, qui donne un air assez triste parce que la couleur de ses plumes autour de ses yeux lui donne un air triste. Elle va profiter pour prendre son carnet et croquer rapidement l'oiseau. En profiter pour détailler quelques plantes. Elle voit des sortes de roseaux, mais un peu plus fins, qui ne sont pas dans l'eau, mais qui sont le long de cette route rocailleuse, qui sont des sortes de roseaux qui bougent doucement dans le vent, on dirait qu'ils dansent. Il transporte avec le vent une odeur qui est assez proche de la pomme, ce qui étonne assez Anami, qui va aussi un petit peu dessiner ces plantes, qui l'intriguent, afin de demander, lorsqu'elle sera dans un village un peu plus tard, des informations sur ce sujet. Elle va aussi en profiter pour dessiner une montagne qu'elle voit au loin avec les nuages qui l'entourent, et le fleuve qui l'intrigue énormément, avec ses bateaux qui voyagent toujours paisiblement. Contrairement à l'Evergiven. Pardon, bref. Donc, cette référence ne parlera à personne, mais at all, quoi, c'est vraiment... Bref. Donc, elle va, après s'être arrêtée un petit peu pour avoir repris son souffle aussi, parce que dans la grotte de laquelle elle sort, mine de rien, ça montait pas mal, c'était très escarpé. Elle va se décider à avancer et à commencer à descendre tout ce qu'elle a monté auparavant. Mais cette fois-ci, elle va enfin descendre vers Aeronia et vers l'artefact qu'elle cherche afin d'apaiser la faim du monstre qui s'est réveillé. Je regarde un petit peu les défis que le livre propose. Alors... Ok. J'aime bien l'idée. Je vois qu'il y a un défi, trouver son chemin dans les brumes du matin. Du coup, je vais partir sur ça.
au bout d'une petite heure de marche, alors qu'elle descend toujours un peu plus bas, en faisant attention de ne pas glisser sur quelques rochers sous ses pieds qui pourraient la faire glisser et tomber en contrebas. La route est assez escarpée, ça lui paraît assez cohérent qu'il n'y ait pas énormément de caravanes qui viennent en Naufrast à partir d'Aeronia, parce que c'est compliqué à monter, c'est compliqué à descendre, toute la partie dans la grotte est parfois assez serrée. C'est certainement, elle se dit en tout cas, c'est certainement pour ça que les marchandises aéroniennes se vendent assez cher sur les marchés d'Aufrast. Et alors qu'elle descend, en faisant attention à ses pieds, elle remarque que il lui est de moins en moins facile de voir où elle va aller, parce qu'une brume matinale monte petit à petit. Bientôt, elle n'arrive même plus à voir là où elle va. Ce qui peut poser un léger souci lorsque l'on descend une montagne, vous en conviendrez. Par conséquent, je vais créer un défi. Ce sera un défi mineur, cela dit, parce que j'ai pas encore bien le système en main, donc on va se calmer. Alors, la création de défi, c'est un défi... Je voudrais qu'il y ait un lancer de dés, donc je vais pas prendre un défi ordinaire, je vais prendre un défi mineur. Alors, les défis, en gros, ça va me permettre de savoir si oui ou non mon personnage va réussir quelque chose. Pour ça, suivant la gravité du défi, il lui faudra plus ou moins de choses pour y parvenir. Un résultat est gagné s'il fait 4 et plus. S'il fait 1, 2, 3, c'est un résultat échoué. Lorsqu'un résultat est échoué, il y a une... comment ça s'appelle ? Une riposte, voilà. J'essaye de vraiment retenir les termes du jeu, donc du coup je cherche un petit peu, excusez-moi. Par conséquent là, c'est une brume qui s'élève et qui peut rendre le chemin très dangereux. Par conséquent, je pense que ça va être un défi... Comment elle va pouvoir faire pour pouvoir faire très attention à elle. Ok. Je vais proposer celles alternatives. Déjà j'ai proposé l'alternative, et ben on va attendre. On va se poser en attendant que la brume s'en aille. Auquel cas le défi sera techniquement passé. Cependant, alors là c'est moi qui invente mes règles, hein, donc si tu écoutes ça, coucou Sandrone. Est-ce que ça te fait plaisir d'avoir inventé des règles pour que je ne les suive pas, pour que littéralement le premier jet ne les suive pas? Donc si je fais ce choix, ok d'accord, le défi sera passé. Cependant je vais augmenter d'un rang le dé de la fin. Alors, le jeu se joue avec des dés qu'on augmente, qui servent de jauge en fait. Lorsqu'un importeur arrive dans un nouveau pays où il va trouver un artefact, il possède la fin en lui et est un dé à 4 faces qui est au rang 1. D'accord? Donc du coup, là, je pourrais dire ok d'accord, je réussis le truc en attendant, mais ma contrepartie ce sera mais le monstre n'aime pas attendre. Et du coup ma fin va un petit peu monter. Donc au lieu d'être au cran 1 du D4, je serai ensuite au cran 2 du D4. Donc ma fin a un petit peu augmenté. L'autre proposition que je vais examiner, je regarde un petit peu ce que mon personnage pourrait savoir faire. Elle a une technique qui s'appelle le souffle-braise. Le souffle-braise est une technique, comme vous l'aurez compris, enseignée par les gardiens de braise. Et le truc en fait, c'est que c'est simplement une sorte de souffle de feu, qui est plus en fait un souffle de scorie. Mais dans l'idée, ça ferait assez de chaleur peut-être pour dissiper cette brume froide. Ça peut être une alternative intéressante. Ou alors j'estime qu'elle essaye vraiment de faire très attention, ce qui lui coûte pas mal de... Ce qui lui demande une très grande concentration et de coordination avec son corps. Auquel cas je ferai juste un lancer de corps, ce qui est en fait aussi une possibilité. Donc je vais y réfléchir 2 secondes, je coupe ici histoire que vous m'entendiez pas le silence.
Ok, me revoilà. Alors pour vous ça fait genre une seconde, hein. Pour moi je vous assure que j'y réfléchis plusieurs minutes. D'autant qu'en fait j'ai regardé un petit peu les règles et apparemment les défis au-delà d'ordinaire c'est surtout pour les donjons. Donc du coup là techniquement il n'y aurait pas vraiment de défis mineurs, donc j'aurais pas à lancer plusieurs dés ou à utiliser des techniques. Cependant je vais quand même lancer un dé. Donc mon personnage il a un D6 en équipement et un D8 en corps. J'ai jugé qu'en tant que martialiste, elle considérait qu'avant tout enfin quand je dis martialiste, entendez art martialiste, vous voyez ce que je veux dire, euh, qu'elle considérait que son corps était plus important que son équipement, aussi simplement que ça. Du coup je vais prendre un D8, alors vous ne le voyez pas, mais je vous assure je prends un D8, je vais le lancer, et si je fais moins de 4, il y aura une complication, certainement qu'elle se blessera, tout simplement. Ok, j'ai fait 5. Donc du coup, tout va bien. C'est peut-être qu'une fois, effectivement, à cause de cette brume qui l'ennuie profondément. Après tout, dans les landes scintillantes, il n'y a que très peu ce genre de brume très dense. Elle a failli glisser, mais elle s'est quand même rattrapée. Elle n'a pas souffert, ni elle ni son équipement, et donc elle continue tranquillement sa descente vers eh bien, certainement le premier village qu'il y a en contrebas qu'elle a cru apercevoir et que maintenant et désormais elle n'aperçoit plus. Je pense que la descente va encore durer au moins 2-3 heures facilement avant d'arriver sur ce plat qui est le pays d'Aeronia. Elle arrivera très étrangement, le village n'est pas accolé à la descente. Il y a peut-être 1 kilomètre encore à faire, mais cette fois-ci sur un territoire plat, ce qui fait du bien aux jambes, en tout cas Nami le pense. Et donc elle va un petit peu accélérer le pas pour arriver à ce village parce qu'elle n'est pas mécontente d'avoir fini son voyage. Enfin, elle ne l'a pas fini, elle l'aura fini lorsqu'elle aura près d'elle l'artefact du Temple des Vents, bien évidemment. Mais en tout cas, ça lui fait plaisir. Ça fait tout de même bien 2 semaines qu'elle voyage, et dont 1 semaine en montagne, ou en tout cas sur des paysages assez escarpés. Et là, elle peut enfin un peu marcher sur du plat. Ça lui fait du bien au moral et au mollet aussi. La brume se lèvera durant ce dernier kilomètre qui la sépare du village. Alors je regarde un petit peu si le jeu propose un village à explorer qui m'intéresse là dans l'instant présent tout de suite. Ouais, j'aime bien. Très bien, donc du coup elle va s'approcher du village et elle tombera sur une pierre dressée, un petit peu comme un menhir mais en un peu plus petit, sur lequel il est écrit en aéronien mais aussi en ophrastien Rameau. Alors je pense qu'Adami se doutera que ce n'est pas un élémentaire de terre qui lui demande d'aller lui cueillir des rameaux pour pouvoir passer, mais qu'il s'agit tout simplement du nom du village, n'est-ce pas? Le village a l'air assez petit, il y a pas mal d'activités cependant, du coup elle va s'y engouffrer. Il y aura des gens qui vont la regarder, pas forcément de travers, certains avec le sourire, certains plus concentrés dans leurs affaires. Et donc Anami arrive après de longs jours de marche dans sa première communauté, dans son petit village de rameaux. Il y a quelques animaux ça et là qui vagabondent, quelques chats probablement. Elle arrivera rapidement sur une place, une petite place de village assez agréable avec un puits en son milieu. Il y a quelques étals marchands mais surtout une caravane avec des animaux qu'elle connaît bien, des sortes de chevaux mais très fins et surtout qui ont, au lieu d'avoir du pelage, ils ont des écailles, mais
ils ont cependant une gueule qui fait penser un peu au cheval, mais qui est plus reptilienne. Ça reste cependant des herbivores. C'est des animaux. Elle les connaît bien parce que ce sont des animaux assez communs en Euphrastes qui servent pas vraiment de bétail, mais qui servent parfois de bêtes de somme pour tirer les carrioles, ou en tout cas tout simplement de monture. Ce sont des animaux assez dociles, bien plus que les chevaux, et les Euphrastions sont réputés pour savoir les dresser et savoir s'en faire plus des alliés que des animaux soumis. Du coup, elle va reconnaître effectivement parmi les membres qui discutent de cette caravane avec des locaux, 2-3 personnes qui clairement ont des signes d'Euphrastes, c'est-à-dire une tenue particulière. Il y a un homme lézard qui sont la particularité, une des espèces particulières qui viennent d'Euphrastes. Il y a aussi un elfe, très clairement, et elle se demande si le chef de la caravane, en tout cas celui qui est en train de négocier avec ardeur afin d'obtenir quelques produits aéroniens. Elle se demande si c'est pas un demi-elfe, mais on pose pas trop ce genre de questions parce que c'est un peu malvenu de demander à une personne si ses oreilles sont de taille normale ou non. Ça n'a pas vraiment grand intérêt de plus. Du coup, Anami va s'approcher parce que ça reste tout de même peut-être pas des gens qu'elle connaît personnellement, mais en tout cas des gens qui viennent de là où elle vient aussi. Elle va lever la main de son air plutôt amical, même si c'est pas quelqu'un qui semble très ouvert de prime abord. Et du coup, elle va s'exprimer à l'homme lézard qui est assez baraqué, les bras croisés, et qui attend probablement que son chef dise quoi faire et quoi prendre comme caisse. Donc elle va s'exprimer. Salut! Dis-moi, tu viens d'Euphrastes, non? Je le vois sur ton plastron. C'est le symbole du cristal des feuilles, non? L'homme lézard va le regarder, manifestement surpris de cette question. Puis il va se détendre, ça se verra sur son visage et aussi sur ses muscles. Il va décroiser les bras et avoir une allure un peu plus amicale, et va dire d'un sourire: ah, enfin quelqu'un après tout ce temps qui reconnaît mon pays. Ça fait bien longtemps que je n'y suis allé, quelques semaines maintenant. Ah, dira un ami, quelques semaines. J'imagine que tu voyages avec la caravane, et du coup, effectivement, ça doit être parfois un petit peu long. Et vous venez d'Obsidienne, la capitale? L'homme lézard va hocher sa grande tête. Oui, oui, nous avons été jusqu'à Obsidienne. C'est une cité assez magnifique, je dois l'admettre, même si je préférerais toujours le cristal des feuilles et ses grandes forêts luxuriantes. Je dois admettre qu'il y a quelque chose là-bas. Mais j'imagine que tu vas bientôt le voir, non? C'est ta prochaine étape? Anami va, elle aussi, hocher doucement la tête. Oui, tout à fait. Je compte aller visiter Obsidienne. Peut-être aussi un petit peu tout Aeronia, mais oui, la capitale, c'est déjà ma première destination là-bas. Je pourrais sans doute avoir des informations. L'homme lézard va un petit peu pencher la tête, l'air curieux. Des informations? Tu cherches quelque chose en particulier? Il va se pencher un petit peu. Oh! Quelqu'un qui vient du cristal des braises? C'est plutôt rare de vous voir en dehors de vos cités ou des plaines d'Euphrastes. Anami va hocher la tête. Oui, en effet. Oh, après, les gardiens des braises, généralement, partent en voyage, quelquefois. Ce n'est pas si... Oui, si, j'allais dire que c'était beaucoup plus courant de nous voir, mais non, tu as raison, mon ami. Nous ne sommes pas vraiment de grands voyageurs, nous sommes plutôt des érudits. L'homme lézard va hocher la tête. Tout à fait, j'ai entendu parler de votre ordre et de sa tendance à chercher les informations les plus secrètes. Je ne sais pas si j'approuve cela. La philosophie du peuple des feuilles, c'est plutôt de se laisser porter et ne plus penser au passé. Un ami va faire un sourire amical, mais vous savez, ce genre de sourire amical que l'on réserve aux gens avec qui on n'est clairement pas d'accord,
Mais on n'a pas envie de partir sur un débat, on est sur une conversation tranquille, on n'est pas là pour commencer à débattre de tout et de rien. Donc elle va avoir ce sourire amical très particulier, peut-être un peu froid au final, notamment au niveau du regard. Elle dira « Oh, ce n'est pas trop ma philosophie, mais j'imagine que tu t'en doutais. Il y a des informations qu'il faudrait que je sache avant de partir pour Obsidienne. J'ai cru voir d'en haut que la route était plutôt sinueuse et qu'elle était plutôt entourée par cette espèce de lande sèche. » L'homme lézard va réfléchir. Hein. Il faut peut-être que tu fasses attention. Je ne sais pas si tu as remarqué cette forêt à l'ouest, mais il s'y passe des choses étranges et il ne nous est rien arrivé à nous précisément, mais on nous a mis en garde sur le fait qu'il pourrait y avoir des attaques de monstres un peu particuliers. Je n'en sais pas plus, ne me regarde pas comme ça. Un ami va réfléchir. J'ai vu effectivement, il y a des choses très étranges dans cette forêt, des choses qui scintillent. L'homme lézard va avoir l'air surpris. Des choses qui scintillent, comme les cristaux de chez nous. Un ami va secouer la tête. Non, quelque chose de plus lugubre. Ça m'intrigue. Si j'ai le temps ou l'occasion, j'irai peut-être jeter un œil. L'homme lézard va de nouveau hocher la tête. Ah, c'est bien les aventuriers d'aller chercher ce genre de choses. Tu es une arpenteuse, n'est-ce pas? Un ami va hocher la tête. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je cherche des informations. Tu sais ce que c'est, les arpenteurs, toujours à la recherche d'un donjon à parcourir. Le garde de la caravane va hocher la tête de son air très paisible et amical. Et il dira, eh bien, je te souhaite bon courage. À Obsidienne, j'ai entendu parler d'un temple perdu dans les montagnes. Je ne me rappelle plus son nom, c'était... Je ne sais même pas si j'ai vraiment entendu son nom, mais peut-être que tu pourras trouver des informations là-bas. Tout à fait, mon ami. C'est pour ça que je me rends à Obsidienne. Tu as dû entendre parler du temple des vents. L'homme lézard va réfléchir. Oui, c'était peut-être ça, mais je ne sais pas. Le temple m'évoque quelque chose, mais des vents, ça ne m'évoque rien. Je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite bon courage, mon ami. Eh bien, à toi aussi, vous repartez pour Aufrast? Oui, nous allons repartir dès que la négociation sera terminée. Ah, j'ai hâte de retrouver nos braves landes. Si tu savais à quel point je déteste les montagnes, il fait froid, c'est très désagréable. Un ami va avoir un petit rictus. Ah, le froid, pour quelqu'un de la cité des braises, ce n'est pas grand-chose. L'homme lézard va lui jeter un regard un petit peu amusé, mais un regard qui veut aussi dire « T'inquiète pas, je sais bien que là t'es en train d'un peu de vanter parce que t'as l'air d'avoir aussi froid que moi. » Mais il ne dira rien, il aura juste ce petit regard amusé, un petit peu malicieux, complice. Et du coup, un ami va lui dire « Eh bien, je te souhaite encore bon courage avec ta caravane, moi je vais aller me restaurer, je suis exténué. » Je comprends, oui, la marche est assez longue jusqu'ici. Surtout avec cette brume, tu as attendu qu'elle cesse ou... Oh non, je l'ai traversée. Mais... Effectivement, je pense que la plupart des gens attendent qu'elle baisse. Elle est extrêmement dense. Oh, oui, la brume est si dense dans ce pays froid. Vivement que je puisse retourner à Aufrast. Je préférais encore travailler avec les bateaux sur les côtes en tant que docker. Eh bien, adieu, mon ami. Un ami lui fera un signe amical, tout aussi amical que lorsqu'elle l'a abordé. L'homme lézard va aussi lever une patte pour la saluer. Et elle va continuer sa route pour aller trouver la taverne.
ou l'auberge. Mais vu qu'on doit être en milieu de journée, je ne pense pas qu'Anami veuille arrêter son périple là, juste se restaurer. Donc oui, une taverne qui sert un petit peu de bouffe, ça ira très très bien. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour la première séance qui a été assez longue. Bah, ne serait-ce que parce que j'ai un petit peu énoncé les règles, mon personnage en début de partie. Du coup, ouais, 50 minutes, ça fait quand même très très long. Du coup, voilà, là, je vais noter dans mon petit carnet que je me suis arrêté à la taverne, comme tout bon aventurier, comme tout le monde sait. Et puis la prochaine fois, eh bien, on continuera les aventures qui, je pense, seront un peu plus rapides. Là, je voulais un petit peu aborder le roleplay du personnage avec sa façon de parler, si elle était amicale ou pas avec les gens qu'elle ne connaît pas, ce genre de choses. La prochaine fois, je pense que voilà, je suis même pas certaine de faire vraiment une phase de jeu lors de la taverne, mais je reprendrai certainement après, lors de ces premiers jours d'aventure au pays d'Aeronia. Et évidemment... Ah non, on n'est pas en fin de journée, j'allais augmenter le dé de fin, mais non, quand même pas. On verra ça la prochaine fois. Et du coup, eh bien, je vous salue, je vous remercie d'avoir écouté tout ce très long podcast, ou truc à écouter, ou autre. Et puis je vais essayer de faire l'épisode 2 sous peu. Alors j'ai pas vraiment de régularité en termes de posting. Donc voilà, c'est sous peu, d'ici la mi-avril peut-être, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, eh bien, prenez soin de vous. Faites attention, portez vos masques. Et puis à la prochaine!